Retour à présent sur les déclarations exclusives accordées par le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita. C'était au magazine Jeune Afrique. Le chef de la diplomatie marocaine est en effet revenu sur plusieurs points importants relatifs à la politique étrangère du Maroc, le retour à l'Union africaine, les relations bilatérales avec plusieurs pays africains, notamment l'Algérie, mais aussi les relations avec l'Union européenne. L'occasion de décrypter d'abord ses propos et notamment de revenir sur nos relations avec nos voisins de l'Est, que le ministre a décrit comme étant, je cite, au point mort à tous les niveaux. Alors, pour commencer, Talal Shakir, effectivement, est-ce qu'on a connu pire comme période de nos relations avec nos voisins algériens ? Et puis, est-ce que c'est aussi une manière de dire que les relations entre le Maroc et l'Algérie, ça n'est pas notre priorité, ça ne le sera pas de sitôt ? Première chose, connaître pire, non. La situation a toujours été statutaire et souvent il y a eu cet immobilisme, sauf quand feu le roi Hassan II décidait de rencontrer parfois Chadli Benjedid et d'autres chefs d'État. C'était volontaire, c'était des idées, c'était une volonté politique et parfois c'était à contre-courant. Il le faisait et ça permettait en tout cas de réchauffer les relations pendant quelques années. Et malheureusement, le réalisme revient au galop et puis il reperturbe les relations. Aujourd'hui, ce ne sont pas les relations Maroc-Algérie qui sont au point mort, c'est l'Algérie qui est au point mort. C'est l'Algérie politique qui est au point mort. Et aujourd'hui, effectivement, les Algériens eux-mêmes s'interrogent sur leur avenir politique avec un président quasi absent, un président diminué physiquement et puis une succession qui inquiète. On parle beaucoup de Saïd Bouteflika, on parle beaucoup de situations assez particulières. Donc l'Algérie n'a d'abord pas envie de revivre les années 90-91 et ensuite l'Algérie a besoin, en tout cas ce pays jeune, ce pays dynamique, ce pays plein de potentiel a besoin, bien entendu, d'une fraîcheur politique et d'un rafraîchissement de son appareil politique. Le FLN tenant les rênes, le président Bouteflika ayant brigué un 4e mandat et en plus de ça physiquement très diminué comme on l'a rappelé, pose un problème véritable de négociation, surtout sur un dossier comme le dossier du Sahara marocain qui a besoin d'hommes sages, qui a besoin d'hommes qui voient l'avenir et non pas de personnes qui vont revenir et refaire vivre des cauchemars antérieurs. Le Maroc et l'Algérie sont condamnés, même dans un siècle, à vivre ensemble. C'est certain. Ces choses-là, on les a déjà vues au niveau de l'Europe. Même après la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale, France et Allemagne sont aujourd'hui devenus de très bons amis. Et on a compris l'intérêt de cette réunification. On a compris l'intérêt, en tout cas, de cette collaboration. Donc l'Algérie et le Maroc ont intérêt, dans l'avenir, une fois que la situation politique en Algérie sera assainie, améliorée, visible, claire et transparente, peut-être redéfinir un lien. Pourquoi ? Parce qu'il y va du dynamique régional de cette zone, il y va de la dynamique économique aussi, et aussi d'un certain nombre d'atouts que peuvent gagner les deux pays. Est-ce que la participation, ou en tout cas la présence du Maroc en Afrique aujourd'hui, de façon accentuée, va améliorer les choses ? Je ne le pense pas. La situation n'était pas meilleure avant, et elle ne le sera pas aujourd'hui. C'est parce qu'on est en Afrique, plus ou moins en Afrique, qu'on sera mieux avec l'Algérie. C'est un dossier qui est à part. Au contraire, plus le Maroc s'affiche en Afrique, plus l'Algérie grince des dents. Donc c'est un dossier à part, c'est un dossier qui doit être traité de façon bilatérale. Il faut pour cela, je vous le dis, des hommes courageux. Le roi Feu Hassan II était courageux, il appelait les chefs d'État algériens. Ça choquait peut-être, mais il avait le mérite de le faire. Et c'est vrai que nous avions eu une belle période avec l'Algérie, avec une réconciliation, avec un passage. Et c'est vrai, entaché parfois de situations particulières, mais au moins, il y avait ça. Donc il ne faut pas vivre cette politique avec des déclarations d'un côté et d'un autre. Il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait de l'intention, parce que l'intérêt de ces deux pays est plus important, en tout cas, que l'attentisme actuel. Mohamed El Khouel, est-ce que ça veut dire que c'en est fini, définitivement fini, de la politique de la main tendue à l'Algérie ? Je pense pas. Bon, les relations ont été pires, parce qu'il y a eu la guerre des sables. Oui. On a défait, où les forces armées royales marocaines ont défait l'armée nationale populaire algérienne. Et donc, on est allé déjà jusqu'au conflit militaire. Donc, comparé à cela, on est dans une situation relativement plus raisonnable, on va dire. Après, la réalité, c'est que le Maroc a effectivement toujours tendu la main pour essayer d'établir ce grand Maghreb et cette union du Maghreb arabe qui est fondamentale. Et force est de constater que si on a échoué à faire ce grand Maghreb, c'est en grande partie la responsabilité de l'Algérie qui s'est toujours inscrite dans une démarche de confrontation régionale feutrée. Parce que du fait de la guerre des sables, ils n'ont jamais voulu
qu'il y ait une confrontation réelle. Donc souhaitant avoir le leadership régional, ne pouvant l'obtenir dans le cadre d'une confrontation militaire, ils ont utilisé des moyens détournés, et notamment la contestation de l'intégrité territoriale du royaume, la fermeture des frontières, parce qu'on c'est quand même la plus longue frontière fermée au monde à l'heure actuelle. Tout cela parce qu'ils savent que les échanges, le progrès, le développement favorisent le Maroc. Et que c'est uniquement dans cette démarche-là. L'Algérie est prête à sacrifier son propre développement dès lors qu'elle s'assure que ça permet d'entraver celui du voisin. Donc c'est une situation assez complexe, très très difficile à comprendre, avec comme conséquence le fait qu'on a une zone absolument non intégrée. Les réunions, l'Union du Maghreb arabe existe sur le papier, elle n'existe pas réellement, il n'y a plus aucune réunion. À telle enseigne que le Maroc a préféré se tourner vers la CEDEAO et vers l'Afrique de l'Ouest. L'ensemble régional dans lequel on va, puisqu'aujourd'hui il est plus possible pour un pays de se développer réellement sans faire partie d'un ensemble régional, que le Maroc a décidé d'aller vers l'Afrique de l'Ouest et de dire voici, de retrouver cette profondeur historique vers l'Afrique de l'Ouest et jouer la carte de cet ensemble-là, en étant même prêt, si l'on en croit ce qu'on lit ici et là, à changer de monnaie, à abdiquer sa souveraineté juridique, au moins de manière partielle, parce qu'on voit qu'il n'y a pas de possibilité, pas d'option, pas d'ouverture du côté de l'Algérie, quoi qu'on fasse. La main a été tendue à plusieurs reprises. Quand le Maroc a voulu revenir dans l'Union africaine, l'Algérie a tout fait pour que ça se passe de la plus mauvaise des manières possibles. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est très complexe et qui, en plus, n'est lié qu'à la volonté de certains dirigeants algériens, puisque le peuple algérien, oui, au contraire, ils sont dans une démarche totalement différente, souhaitent que ce Maghreb se réalise. Je ne dirais pas moi le Maghreb arabe, mais le Maghreb tout court, puisque le Maghreb est, comme le Maroc, est pluriel. Et donc on a des populations et des peuples frères qui ont la même langue, la même culture, la même religion, les mêmes pratiques, les mêmes ethnies qu'on retrouve, que ce soit au Maroc, en Algérie ou en Tunisie. Mais malgré cela, on n'y arrive pas, parce qu'il y a un blocage, et ce blocage, clairement, il résulte du pouvoir militaire algérien, parce que j'ai l'impression que maintenant, il n'y a même plus réellement de pouvoir civil en Algérie, compte tenu de la situation que l'on connaît du président algérien. Il y a un sorte de gouverneur militaire, et ils sont articulés autour de cet élément-là, avec un État qui est structuré, organisé, de telle sorte que l'armée puisse en retirer l'essentiel des bénéfices et des dividendes. Et l'intérêt de l'armée, naturellement, ce n'est pas des situations de stabilité ou de paix. Parce que le seul moyen pour eux de s'enrichir et de se renforcer, c'est qu'il y a un ennemi à combattre. Et cet ennemi, pour l'Algérie, c'est le Maroc. Alors, est-ce que effectivement, c'est une question de survie pour le régime algérien de maintenir ce climat entre les deux pays? Et puis, est-ce que finalement, Nasser Bourita ne fait que rendre l'appareil au régime algérien qui s'est activé ces derniers temps, comme ces dernières années, sur sa communication anti-Maroc? Alors oui, je rappelle effectivement qu'on a connu pire. Alors il y a eu la guerre des Sables en 63, il y a eu le départ forcé de la diaspora marocaine en 1975, la fermeture des frontières en 94. Donc aujourd'hui, on est dans une situation relativement gérable. Mais l'Algérie dispose toujours d'atouts et donc de capacités de nuisance dans la région qui nous intéresse, parce que notamment au niveau du Mali et du Niger, qui sont obligés, du fait de leur dépendance sécuritaire au niveau du Nord vis-à-vis de l'Algérie, d'adopter au moins une position de neutralité vis-à-vis de l'Algérie. Et donc ces pays peuvent constituer une sorte de vecteur de blocage pour le Maroc, mais pas par méchanceté ou contre le Maroc, mais parce qu'ils dépendent de l'Algérie. Ils ont eu donc frontière avec l'Algérie, c'est la région du Sahel, c'est là où il y a le problème de la question Touareg, où il y a AQMI, et donc l'armée algérienne quand même maîtrise la situation dans le sud. Donc ça pourrait poser problème. Après, l'Afrique, le projet marocain pour l'Afrique pourrait unir comme diviser davantage le Maroc et l'Algérie, pour différentes raisons. Alors, tout dépend de l'Algérie en réalité. Parce que là, on est en train de voir ces 10 dernières années de profondes mutations au sein de la société algérienne. On voit l'émergence d'une société civile. La question des droits de l'homme devient de plus en plus importante au sein de différentes ONG, d'associations algériennes. Et la mort de Bouteflika pourrait constituer une rupture dans la manière de faire de la politique en Algérie, parce que ça provoquerait très certainement une crise. Et le vide laissé par Bouteflika ferait que les différents clans... Il est encore vivant.
Je dis quand il mourra. Il mourra un jour, je veux dire. Tout le monde mourra. Oui, ouais, je sais. Il est peut-être déjà mort. J'ai pas dit que je le souhaite ou que je le souhaite pas. Je dis que quand il va mourir. On ne sait pas trop d'ailleurs dans quel état il est. Parce que la transition, elle est déjà en train de se faire. On souhaite que la transition se fasse avant. Il y a une dialectique qui est déjà en marche. Je veux dire, mais on en verra. Succession héréditaire, effectivement. On a des opposants qui en parlent en Algérie. On y reviendra. Oui, mais les Algériens d'aujourd'hui ne sont pas les Algériens d'il y a 20 ans. Je veux dire, ça passera pas aussi facilement. Je veux dire, on ne pourra pas imposer un héritier aussi facilement. On commence déjà effectivement à voir des voix qui s'élèvent, ce qui n'était plus le cas depuis effectivement plusieurs années. Tout à fait. Aujourd'hui, on a un climat explosif latent, ça peut pas être paradoxal, mais de potentiel explosif au sein de la jeunesse algérienne notamment, mais également une société civile qui permet de modérer et de traduire cette violence potentielle en projet et en volonté de réforme et d'ouverture de l'Algérie. Et quand j'ai parlé de l'éventuelle mort de Bouteflika, c'est que ça pourrait permettre de libérer ce mouvement dialectique qui est en marche en Algérie depuis des décennies et aboutir à une lutte des clans qui permettrait de retrouver un certain équilibre. Et donc là, on aura un interlocuteur, parce que là, en l'occurrence en Algérie, on n'a pas d'interlocuteur. On n'a pas avec qui négocier. Donc la situation ne peut ni s'améliorer, ni même s'aggraver. Je veux dire, on est dans une situation de statu quo. Le Maroc bouge, continue d'avancer, de développer des projets. Alors, mauvais, c'est une autre question, économiquement parlant, notamment en question de la monnaie au niveau de la CEDEAO. Mais l'Algérie est dans un statu quo, dans une situation de paralysie totale, avec un assèchement des réserves de change en raison de la baisse du prix du pétrole et qui va être durable, parce qu'avec le retour de l'Iran, avec la pacification éventuelle de la Libye et le retour de la Libye sur le marché pétrolier, le pétrole ne risque pas de voir son cours remonter. Donc ce que je veux dire, c'est que... Pour la Libye, c'est quand même pas demain la veille. Oui, mais dans 5 ans, 10 ans, on est dans la longue durée, enfin dans la relative longue durée. Donc ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y a un changement au niveau de l'élite algérienne qui pourrait amener cette nouvelle élite à une forme de réel politique. C'est-à-dire on n'est pas obligé de s'aimer, je veux dire, pour collaborer, mais on a des intérêts communs en Algérie. Il y a des projets qui peuvent impliquer les deux pays, notamment des projets de pipeline qui sont obligés de passer par l'Algérie ou par le Maroc et qui seraient profitables aux deux. Donc la question, vous savez, il y a des pays qui ont connu des crises pires. Je veux dire, l'Allemagne et la Russie, c'est à peu près 50 millions de morts. Je veux dire, aujourd'hui, c'est des pays qui peuvent commercer, qui peuvent avoir des partenariats, etc. On peut aller au-delà des crises. Je veux dire, comparé à ce qu'on a connu avec l'Algérie, c'est rien. Mais pour cela, il faut pas de la bisounoursie, mais il faut de la réelle politique. C'est-à-dire, il faut des gens pragmatiques qui veulent réellement l'intérêt chacun de son propre pays. Et là, on peut trouver des points communs. Mais il faut avoir un interlocuteur, ce qu'on n'a pas avec l'Algérie aujourd'hui. Alors oui, Mélanie Freixigli, effectivement, sur cette question, c'était notre question de base. Est-ce que l'Afrique va nous rapprocher ou nous diviser ? Bon, d'une manière générale, la raison pour laquelle au départ on était divisé entre l'Algérie et le Maroc, c'était une question de domination régionale qui passait notamment par un accès à la mer, à l'Atlantique pour l'Algérie. Donc c'était ça l'idée au départ. Il est évident que le positionnement du Maroc en tant que hub vers l'Afrique n'est pas quelque chose que l'Algérie peut apprécier. Ce qui va nous rapprocher, c'est effectivement qu'il y ait une transition. Maintenant, d'un autre côté, cette transition, elle est préparée depuis un certain temps, parce que rien que les plaisanteries légèrement cruelles que nous avons fait sur l'état de santé putatif du président algérien démontrent que tous les observateurs le disent au demeurant, s'il a été réélu, c'est pour laisser le temps d'une transition. Il était déjà en très mauvaise santé, donc il y a une succession de se préparer dans les coulisses. Pour le moment, ce que l'on peut dire, c'est que ce qui a l'air de se dégager des premières purges menant à une possible succession n'est pas favorable au Maroc. On pouvait souhaiter qu'une génération s'en allant, une autre arrivant, effectivement, on arrive à... Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Parce que pour l'instant, il n'y a pas de rapprochement symbolique, ne serait-ce que dans le discours, même si ça n'est pas tout à fait possible avant que la succession soit effectivement avérée, qu'il y ait de réels mouvements ayant un vrai impact. Mais bon, ces derniers temps, on a vu une recrudescence des tentatives algériennes pour faire en sorte de remettre cette question du Sahara sur la table, et d'autres pays sont tout à fait volontaires pour le faire, parce que la prise d'indépendance du Maroc au niveau géopolitique pose problème. Donc il faut pouvoir garder cette dimension de l'intégrité du territoire et du Sahara marocain comme une épée de Damoclès au-dessus du royaume, je pense. Donc c'est pour ça qu'actuellement, alors qu'on a toutes les conditions pour arriver à une résolution de cette question du Sahara marocain, ça fait déjà longtemps que je le dis, et on finira par y arriver. C'est juste là, c'est les derniers feux de problèmes résiduels du positionnement. Donc voilà, le positionnement marocain en Afrique, c'est ce qui fait qu'actuellement il y a une
une recrudescence des attaques sur l'intégrité du territoire, qui est soutenue par d'autres pays, mais ça va passer. Globalement, on est plutôt bien positionné. Mais effectivement, c'est en abandonnant l'Algérie qu'on finira par la retrouver de l'autre côté, je pense. Vous parlez de la politique de la main tendue, qu'il n'y en aurait plus, mais il y en a eu lors du discours d'Addis Abeba du roi quand il avait parlé. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'aujourd'hui, ça y est, c'en est fini Non, à chaque fois que c'est l'occasion, il le fait. Les politiques marocains le font. Il l'a rappelé que le Maghreb, c'était moins de 3% du commerce. Il a rappelé que la CEDEAO, c'était plus de 20%. Donc, il a donné des chiffres. Ça a été quand même travaillé, étudié. Vous savez, je dirais que c'est pas souvent le cas qu'on croise des chiffres dans des déclarations officielles. Là, il y en a eu, c'est qu'il y avait un vrai intérêt. Et c'était en fait une déclaration pour le Maghreb pour dire, écoutez, vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez pas avancer, vous ne voulez pas oublier les conflits. Eh bien, moi, j'irai chercher effectivement d'autres alliés. Et je crois que le message était clair. Pourtant, il n'y a pas eu de réaction. Et c'est vrai que plus le Maroc avance en Afrique, plus il se positionne, eh bien, plus malheureusement nos voisins algériens ne sont pas satisfaits qu'on se rapproche du Ghana, du Nigeria, de pays anglophones ou de pays avec lesquels ils étaient amis, où ils sont amis. Donc il y a ici forcément une classe politique algérienne qui reste extrêmement obtuse à toute déclaration. Et c'est vrai que le problème aujourd'hui, il est parfaitement politico-politique en Algérie. Le régime étant un régime qui stagne et qui pose problème, je vous dis, même aux Algériens même. Je ne suis pas vraiment d'accord avec les propos positifs, ou en tout cas plutôt optimistes de Rachid, parce que il y a eu justement un certain Rachid Nkaz, qui est un franco-algérien qui est arrivé de France en voulant vraiment changer les choses. Il n'a même pas eu la possibilité de pouvoir ni se présenter, ni être candidat. C'est un rigolo, je veux dire. C'est pas quelqu'un de sérieux politiquement. De toute façon, c'était quand même un moment où la politique bougeait. Aujourd'hui, je pense que les Algériens sont résignés à se dire, attention, on va laisser faire, on va pas revivre 91, parce que le spectre de 91, il est terrible, il est là. Il était présent en 2010 ou en 2011, quand il y a eu le printemps arabe. Les Algériens ont dit, on va pas revivre ça. Donc, il y a dans quelque part, comme dirait Driss, dans l'ADN algérienne, il y a effectivement un sentiment de crainte, de psychose, de revivre les années noires. C'était quand même Bouteflika qui est arrivé et qui a réussi à réunifier l'Algérie. Il a fait des meetings partout, ça a duré 3 ans. Donc voilà, il y a cette blessure. Et puis l'Algérie comprend que son système est très compliqué, il est militaire. C'est comme le FLN qui gagne depuis l'indépendance des élections, vous vous rendez compte, législatives, avec un multipartisme, avec feu Hussein Ahmed qui était un bonhomme politique, exactement, qui avait travaillé, qui n'a jamais réussi à avoir suffisamment de sièges pour changer les choses. Donc voilà, on voit bien qu'il y a une asphyxie du pouvoir et que les partis politiques algériens sont malheureusement juste symboliques et que le FLN gratouille tous les sièges, sauf l'accident de 91 quand le fils est monté au pouvoir. Donc il y a vraiment une situation assez inquiétante en Algérie. Il me semble que quand elle sera dénouée, soit par le départ de Bouteflika, soit par sa non-réélection, soit par je ne sais trop quoi qui puisse se passer, et qu'on soit face à un président en tout cas jeune, et le Maghreb en a besoin, parce que la Tunisie aussi vit un petit peu la même situation. Il y a besoin de présidents beaucoup plus jeunes, d'une nouvelle génération, comme c'est le cas en Afrique, comme c'est le cas au Kenya, comme c'est le cas dans pas mal de pays, qui aujourd'hui